Après la mort de Iyu, le meilleur ami de Shin, Shin décide de suivre Heisei. Il est d'abord fou de rage contre Heisei, le monarque qui s'est servi de Iyu. Mais afin de répondre aux dernières volontés de son ami, il tempère et il décide finalement de collaborer. D'après le roi, une armée composée d'hommes qui lui sont restés loyaux doit les rejoindre dans une cachette secrète. Ils décident donc de s'y rendre tous les deux. Emmenés par Karioten, leur guide, pourront-ils esquiver habilement leurs poursuivants puis parvenir sain et sauf jusqu'à la capitale, afin que Sei y recouvre son trône et son autorité. Honneur à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumigène H, review du tome 2 de Kingdom. Shin, Heisei et Karioten sont donc arrivés au lieu de repos d'un roi. Un roi qui date d'il y a 400 ans et qui est tombé dans l'oubli depuis. Ils sont en train de reprendre des forces, ils sont en train de manger. On s'aperçoit d'ailleurs que Shin n'a aucune tenue. Regardez-moi ça, il mange comme un cochon ce mec, c'est pas possible. Bref, Heisei commence petit à petit à développer son plan. Tout simplement, il explique qu'il cherche à avoir l'aide des gens des montagnes. Heisei va donc raconter à Shin, à Karioten et à nous évidemment que, il y a bien des années de cela, il y avait une alliance entre l'état de Qin et les gens des montagnes. L'ancien souverain était d'une qualité pure, une qualité rare. Il ne faisait aucune distinction entre les gens des montagnes et les personnes de la capitale. Une fois ce roi mort, l'état de Qin mit fin à l'alliance et les échanges entre les deux peuples se sont malheureusement stoppés. Ce qui est intéressant à noter dans cette scène, c'est qu'on a quand même un sous-texte sociétal assez évident. Tout simplement, déjà, on a un monarque, un roi, qui lui ne faisait pas de distinction physique. C'est pas parce que tu viens des montagnes qu'on ne peut pas faire d'alliance, qu'on ne peut pas travailler ensemble, qu'on ne peut pas vivre ensemble. Le sous-texte est donc la thématique principale de cette partie. Ça sera le vivre ensemble, tout simplement. D'ailleurs, j'ai trouvé que l'histoire du roi Bokuko était vraiment très intéressante. Ça nous en apprend toujours plus sur l'état de Qin. Et Heisei nous montre aussi toute sa culture, très clairement. Il connaît beaucoup de choses, Heisei. Et finalement, il va nous apprendre que le roi Bokuko était un roi aimant, extrêmement gentil, clairement. Et un jour, son cheval a carrément été bouffé par les sauvages des montagnes. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de les faire trucider, il leur a tout simplement donné de l'alcool. Il leur a donné de l'alcool qui allait bien avec la viande, c'est-à-dire de l'alcool qui allait bien avec le cheval qu'ils étaient en train de bouffer. Eh oui, c'est fou. Donc voilà. Et c'est ce qui lui a permis finalement de tisser une alliance. Mais maintenant, cette alliance n'est plus d'actualité. Et Heisei, lui, cherche très clairement à recréer cette alliance. Mais finalement, ils ne vont même pas vraiment avoir le temps de souffler. Shin sera en train de s'entraîner et il sera attaqué par Muta, un nouvel assassin qui lui utilise une autre technique. Il ne combat pas à l'épée, il combat avec une petite sarbacane et des petites fléchettes. Donc Shin va devoir encore une fois prouver toute sa force, très clairement. Et c'est donc un combat supplémentaire qui va lui permettre de grandir encore plus. Et Heisei le regardera. C'est-à-dire que pour Heisei, c'est comme un test. Il le dira très clairement. Si tu perds ici et comme ça, peu importe le nombre de vies que tu auras, ce ne sera jamais suffisant pour affronter ce qui nous attend. Limite, Heisei est un peu en train de dire à Shin, si tu perds contre ce genre d'ennemi, Muta là, ça sert à rien de venir avec moi. Tu ne pourras pas être une épée, tu ne seras pas utile pour moi. En gros, on sent finalement toute la grandeur de ce jeune homme à travers ses paroles. Et finalement, on a Shin qui, lui, est en train de prouver sa valeur. C'est même assez ironique comme situation quand on sait que c'est un petit peu de la faute d'Heisei que Iyu est mort à ce niveau-là. Mais Shin, lui, ressent ses sentiments, justement. Il connaît maintenant les sentiments de Iyu. Et finalement, limite, il est en train de prouver sa valeur. Il lui prouve qu'il peut être un grand guerrier lui aussi. Mais bien évidemment, on sait que Shin a un gros potentiel et Heisei le sait aussi. En parallèle de ce combat, on va avoir une petite scène qui va nous développer un petit peu le général Uki. C'est-à-dire que Uki prétend qu'il a tué Shogun Kun, sauf qu'il nous a ramené une tête qui est totalement... On peut pas l'identifier en fait, le truc est complètement défoncé. Et finalement, les personnes qui sont en face de lui, à savoir Shi, va douter de sa parole, tout simplement. Et on va sentir à ce moment-là toute la prestance du général Uki. C'est-à-dire qu'il va dire, écoutez, vous ne me croyez pas, eh bien allez-y, venez, combattez avec moi et vous allez voir dans quel état vous allez finir, tout simplement. Et en plus de ça, après, Shi lui demandera, mais qu'est-ce que vous voulez exactement, Uki? Vous êtes tellement énigmatique. Et Uki lui répondra, un monde dans lequel chaque goutte de mon sang bouillonnerait d'excitation. On voit tout de suite que c'est un général qui a du vécu, déjà, premièrement, et en plus qu'il cherche l'excitation. Il est ennuyé, en fait. Donc on sent toute la puissance, déjà, du général Uki. Je vous demande bien de vous arrêter sur ça. Pourquoi? Parce que, vous allez voir plus tard que ça va être confirmé, évidemment, par la suite. Bref, ensuite, on revient au combat Muta versus Shin. Shin va en finir. Alors, il va pas en finir
totalement. C'est un combat qui est plutôt intéressant dans l'évolution du personnage de Shin parce que Heisei va le dire, c'est-à-dire qu'il va dire que la première fois lorsqu'il a combattu l'assassin des Brutes Écarlates, Shin très clairement il était sous l'excitation, il était très énervé, il avait de l'adrénaline, donc finalement il avait une certaine forme d'avantage. Là lorsqu'il combat Muta, il est un peu plus calme, il est apaisé. Et c'est à lui de trouver la force et l'envie de tuer Muta. Parce que Muta, lui, a une irrésistible envie de le tuer, a une très grosse envie de le tuer. Donc il doit trouver la force nécessaire pour avoir plus envie que Muta, tout simplement. Donc c'est un combat qu'on peut qualifier de random, très clairement, mais il est important dans l'évolution du personnage parce qu'il faut nous montrer que Shin évolue combat après combat, tout simplement. Et avant, évidemment, de se lancer dans des guerres, il se démarque dans des combats individuels. Le plan est donc en tout cas très simple, c'est-à-dire que Heisei souhaite partir dans les montagnes, aller trouver le chef des montagnes et il souhaite lui demander son aide, tout simplement. C'est un roi qui n'a plus de pouvoir. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que lorsqu'on voit tout le développement des hommes des montagnes et la façon dont ils ont été introduits dans le scénario de Kingdom, on s'aperçoit que tout ça a bien été réutilisé par la suite et vous comprendrez pourquoi lorsqu'on aura avancé dans les reviews. Ensuite, ça va être la découverte du général Eki. Et le général Eki finalement va nous donner un peu les derniers instants, il va nous raconter les derniers instants de Hiyu. Et à la grande surprise, ou plutôt la bonne surprise pour Shin, Hiyu, il est mort tout simplement en combattant. Tel un général finalement. Il a réussi à remotiver les troupes, etc. Ils ont été pris en embuscade par Uki, tout simplement. Ce qui était intéressant dans cette scène, c'est que finalement, on s'aperçoit que Hiyu avait déjà une maturité qui était quand même assez forte. Ça nous laisse un petit peu imaginer le général qu'aurait pu être Hiyu. Non seulement il combattait bien, parce qu'il arrivait à faire jeu égal avec Shin, alors il reconnaît évidemment que Shin avait un potentiel supérieur au sien, mais du moins il arrivait à faire jeu égal avec Shin. Et en plus de ça, il avait un charisme, il avait un très grand charisme finalement, Hiyu. Le peu d'éléments qu'on a sur lui, en tout cas, nous laisse à penser que ça aurait pu être un très grand général, Hiyu. Et ouais, d'ailleurs, je vous pose la question en zone commentaire, selon vous, Hiyu, ça aurait été quel style de général? Pour ceux, évidemment, qui connaissent la suite de Kingdom, attention, ne spoilez pas, mais ça aurait été un général plutôt dans la force, dans la puissance, dans la stratégie, ou peut-être qu'il aurait été un peu équilibré, vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant de débattre sur ça, hein, le potentiel général qu'aurait pu être Hiyu. Ensuite, ils vont continuer dans la forêt, ils vont être pris en embuscade par les hommes des montagnes, mais les hommes des montagnes sont au courant. Ils sont au courant de l'arrivée du monarque de Qin, tout simplement. Une petite scène qui est assez intéressante, c'est un moment où tu as un des hommes des montagnes qui va essayer de toucher Heisei, et là, tu as Shin qui va lui mettre une patate, frérot. Donc voilà, on est sur ce personnage qui est très fort, qui est jeune. Alors je sais que ça en gêne certains, ça en gêne même beaucoup, mais encore une fois, je pense que vous avoir expliqué les raisons pour lesquelles l'auteur a fait ça de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il nous a montré qu'il est très fortement entraîné, il est très entraîné, Shin, il a maintenant combattu avec des assassins, etc. Voilà, j'ai envie de dire, au niveau physique, effectivement, c'est quelque chose qui peut être dérangeant, c'est vrai, sur ça je suis d'accord, mais au niveau expérience, il a déjà une petite expérience de combattant, Shin, attention, hein. Et donc à la fin de ce tome, Heisei va être, on va dire, très fortement invité à aller rencontrer le chef des montagnes, celui qui a réussi à unifier toutes les tribus, ce qui est déjà un exploit. On est bien d'accord à ce niveau-là. Et Shin, Eki, Karyoten vont être obligés de rester à l'écart. Sauf que on connaît bien notre Shin, on se doute bien qu'il ne va pas rester à l'écart. Et évidemment qu'il va poursuivre son roi, etc. Bref, Shogun Kun va le tester, il va y avoir une petite passe d'armes entre les deux, finalement, et cette petite passe d'armes nous montrera que Shogun Kun, entre guillemets, laisse la vie du roi entre les mains de Shin. Petit à petit, on s'aperçoit que Shin, d'ailleurs, devient un petit peu le protecteur du roi. C'est le but dans la narration, etc. Hein, vous l'avez bien compris. On a eu les tests avant de Heisei vis-à-vis de Shin, maintenant on a les tests de Shogun Kun vis-à-vis de Shin. Finalement, Shin est tout le temps testé, et c'est finalement sa condition d'esclave qui le force systématiquement à montrer, il doit systématiquement prouver que. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, voilà, ce tome 2 se termine justement sur cet entretien qui arrive entre le chef de l'armée, le chef des tribus des montagnes, entre le roi Heisei et Shin, Karyoten et Eki qui sont en train justement d'aller pour voir, d'aller protéger leur roi parce qu'ils ne savent pas ce que ces sauvages des montagnes vont lui faire. Donc un très bon tome cette fois-ci, je trouve qu'on monte en puissance. Évidemment, il y a tout un mystère autour de ce chef de la tribu
tribu des montagnes, celui qui a réussi à unifier toutes ces tribus. On va le découvrir bien évidemment en tome 3. Il y a un sous-texte et une thématique en termes de vie, de société qui est assez intéressante, une thématique sociétale qui est assez intéressante, à savoir donc le vivre ensemble, comment les tribus des montagnes ont été rejetées par les habitants de Kin, pourquoi ils ont été rejetés. Il y a aussi une histoire qui était très intéressante entre le roi Bokuko qui lui était parti en guerre et finalement il avait perdu la guerre et finalement ce sont les 300 brutes des montagnes qui sont venus pour l'aider et ils étaient particulièrement très sauvages. Ça nous montre aussi toute la force de la tribu des montagnes. On nous introduit déjà dans le scénario que c'est une tribu qui sont ils sont extrêmement forts, extrêmement sauvages à ce niveau-là. Shin ne les connaît pas. On en apprend un peu plus sur eux à travers ce tome d'ailleurs. Et on va en apprendre encore plus à travers le tome 3 et à travers les autres tomes, évidemment. Donc voilà, je trouve que c'est un très bon tome de Kingdom qui nous laisse, on va dire, présager des très bons événements à venir. Ça monte en puissance, très clairement. On sent que ce roi Heisei veut récupérer son trône, c'est bien normal, il a besoin d'aide. Il est en train de créer les conditions d'une rébellion ou du moins d'une reconquête. Et oui, les frérots. En tout cas, un très bon tome 2 de Kingdom. Dites-moi vous en zone commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, encore une fois, j'ai aimé. Ça monte en puissance. C'est ça qui est intéressant dans Kingdom, c'est que systématiquement, les tomes suivants sont meilleurs que les précédents. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, surtout dans la première partie de Kingdom. Et là, je trouve que ça le montre vraiment particulièrement. On a ces personnages qui prennent en épaisseur, Shin, Karioten, etc. On a des nouveaux personnages qui sont arrivés. Et on a aussi entendu parler un petit peu de Ryofui, vous voyez ce que je veux dire? Qui va prendre aussi de l'importance au fur et à mesure. Franchement, tout est en train de se mettre en place et je trouve ça très intéressant. Et je pense que pour toutes les personnes qui connaissent la suite de Kingdom, vous êtes comme moi. C'est-à-dire que là, on est dans... vous sentez les petites braises de la bataille, vous sentez que ça arrive, la patate, elle arrive. Et oui, ça monte en puissance, les frérots, ça monte en puissance. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous et surtout, que l'honneur soit avec vous.